Alors d'abord, le DRH, il a un rôle central pour une raison simple, c'est qu'une transformation, qu'elle soit organisationnelle ou qu'elle soit sous une phase de restructuring, elle touche avant tout le capital humain. À partir du moment où vous touchez au capital humain, le DRH a un rôle central et stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit d'abord être le capteur de la réaction du corps social lors d'une transformation. Le capteur, ça veut dire qu'il doit avoir son réseau également, ou ses réseaux. Il doit être capable de sentir la température et de sentir si le projet imprime ou pas auprès du management ou auprès des équipes. Ça, c'est le premier point. Il doit également faire preuve d'écoute, d'empathie, il doit rassurer. Bref, il est un peu le baromètre de la conséquence en termes d'impact humain de ce projet. Deuxième point, c'est qu'il a un rôle de temporalité du projet. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, dans un projet de transformation, il y a à la fois le temps social et le temps économique. Et le temps social n'est pas toujours connecté au temps économique. Ça veut dire qu'il faut plus de temps de digestion pour le corps social que le projet qui a été fixé au départ. Donc c'est à lui de mesurer, de capter cette temporalité et de conseiller ensuite son président ou son directeur général sur le rythme, le tempo du projet à mettre en place. En 1996, j'ai vécu une transformation de projet, en fait, une transformation d'organisation. Je suis arrivé dans une entreprise qui travaillait essentiellement pour la défense nationale. En 1996, le président de l'époque, Jacques Chirac, a décidé de couper les crédits défense. On s'est retrouvé dans un contexte de transformation assez rapide, assez brutal, où on perdait 30% de chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Donc il a fallu retravailler le modèle économique pour faire en sorte de développer l'entreprise sur à la fois des marchés internationaux, des marchés civils. Donc il a fallu travailler très vite, monter le projet, travailler aussi sur le réingénierie des compétences, puisque l'objectif était de garder les meilleurs, mais également de former le maximum d'équipes sur les nouvelles technologies qu'on était en train de mettre en place. Et donc ça a été assez rapide. Ça a été possible aussi parce qu'on était sur une entité à taille humaine, on était à peu près autour de 400 personnes. Mais c'était un vrai projet de transformation qui a duré quasiment 5 ans, et 5 ans après, effectivement, l'entreprise n'était plus la même. Il y a 2 chantiers prioritaires pour moi, la communication. Alors, tout dépend du rôle du DRH dans l'organisation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir souvent en plus des RH la communication interne. Donc la communication, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si vous êtes capable de communiquer en amont, vous arrivez à découpiller un certain nombre de sujets, donc par prévention, vous arrivez à rassurer le corps social, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la communication, c'est pas simplement la communication auprès des partenaires sociaux. C'est le rôle du DRH, c'est le lien direct du DRH avec eux, mais c'est aussi la communication avec les équipes. Et donc il faut faire le maximum de communication, de transparence, donner des éléments chiffrés, et rassurer. Rassurer, c'est donner un cap, donner une visibilité, une vision sur la suite. Ça permet de rassurer les équipes. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Le deuxième point névralgique, c'est l'agenda. Vous avez un agenda au départ qui a été fixé. Alors si c'est un agenda en termes de restructuring, il est cadré par la loi, donc vous ne pourrez pas beaucoup le bouger. Par contre, si on est sur un mouvement beaucoup plus global d'organisation, là, vous avez la possibilité de le pondérer, de l'ajuster, de tenir compte des remontées des équipes, d'où l'importance d'avoir ce sujet de communication, d'écoute auprès des équipes pour faire en sorte de l'amender et de faire en sorte que ça ne soit plus, une fois de plus, le projet de l'entreprise, mais le projet de l'ensemble des équipes. Je suis arrivé dans une entreprise qui s'appelait Périvitel, début des années 2000. Elle est devenue Nestlé Waters France 1 an après. Des conventions collectives différentes, des cultures extrêmement différentes entre Perrier, Vitel et Contrext, des politiques sociales, salariales extrêmement différentes. Donc il a fallu petit à petit créer du lien entre ces différentes entités qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de mobilité interne, par exemple. Il a fallu également mettre en place un schéma d'organisation RH commun. Exemple, un statut commun pour l'ensemble des cadres. Ça, c'était quelque chose de novateur. Il a fallu expliquer l'intérêt général de ce projet. Mettre en place un statut commun, c'est faire en sorte de favoriser la rétention des talents, la mobilité interne, faire en sorte d'avoir aussi une certaine équité en matière de politique salariale. Donc ça, c'était quelque chose qui était indispensable. On a mis en place aussi un système de job grading
qui permettait de mesurer le poids des postes de l'ensemble de l'organisation et qui permettait là aussi d'apporter de l'équité dans l'évolution des équipes. Il y a plusieurs types d'arbitrage. Il y a l'arbitrage déjà sur la vitesse d'exécution du projet et la capacité de digestion des équipes. Si on sent qu'il y a des blocages trop importants, trop forts, la vitesse sera ralentie, par nature. Donc à chaque fois, c'est une question de curseur. Deuxième point pour lequel il faut être vigilant, c'est la partie centrale et locale. On peut décider, c'était le cas chez Nestlé Waters, c'était le cas chez Agro Mousquetaires, on peut décider de créer une organisation globale, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il faut regarder comment on garde la motivation des équipes. Et donc, il faut laisser une part d'initiative, une part d'oxygène, si je puis dire, aux entités locales pour qu'elles puissent continuer à trouver du sens. Donc ça, c'est important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est là aussi, c'est la différence entre le bottom-up et le top-down. C'est-à-dire que pour qu'un projet fonctionne bien, il faut associer l'ensemble du personnel et des équipes. Si vous faites que de la verticalité, vous pourrez aller vite. Moi, j'ai vécu. Par contre, il y aura des traces. Ces traces, vous mettrez plusieurs années à les effacer, si vous arrivez à les effacer. Et vous aurez beaucoup de départs. Donc il faut faire en sorte de trouver là aussi le bon curseur entre associer les équipes et garder le cap. Comme je dis souvent, en matière de transformation, le cap n'est pas négociable. Ce qui est négociable, c'est les moyens d'y parvenir. Là, ça se discute avec les équipes. Et puis dernier point, et c'est important pour un RH, c'est la rétention des talents. C'est-à-dire que quand on met en place un projet de transformation, quand on met en place un projet de restructuring, il faut, en avance de phase, se dire il y a un certain nombre de collaborateurs qu'on souhaite conserver. Comment on fait pour garder leur motivation? Comment on fait pour les projeter dans la nouvelle organisation? Quel type de proposition on va leur faire? Ça se travaille avant. Ça ne se travaille pas à chaud. Il faut l'avoir réfléchi avant. Donc ça, c'est un travail de RH. Quand vous avez la vision globale d'une entreprise, quand vous connaissez le compte de résultat, quand vous savez comment on le construit, comment on construit la marge, vous le traduisez différemment en termes de politique RH. Quand vous êtes en proximité avec les opérationnels, quand vous êtes en proximité avec le business, là aussi vous avez une vision de la politique RH qui est différente. Ça veut pas dire que vous n'êtes plus RH. Ça veut dire que vous avez un lien avec les opérationnels qui vous permet d'être plus efficient, à mon sens. Moi, j'ai eu la chance d'être DG quand j'étais chez Cerver. Ça m'a apporté aussi une capacité à projeter une politique commerciale que je n'avais pas. Et je me suis rendu compte finalement que la négociation en matière commerciale a le même type de fonctionnement que la négociation sociale. Finalement, ce sont les mêmes relais.